Madame la sénatrice, cher Laure Darcos, Monsieur le vice-président du Conseil régional, cher Stéphane Baudet, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, vice-président, cher Nicolas Méry Binôme, chère Sandrine Chaumont, côté, Mesdames et Messieurs les maires des communes voisines, cher Jean-Pierre, maire de Leudeville, cher Florian Galland, maire de Vissou, cher Frédéric Petita, maire de Sainte-Geneviève-des-Bois, Mesdames et Messieurs les élus des communes voisines, et ils sont nombreux, je vous remercie, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, commissaire Lucas, cher Stéphane, commissaire Vaudine, cher Xavier, capitaine Giraudot, chef du centre de secours de Sainte-Geneviève, cher Johan, capitaine Pétillon, chef du centre de secours de Brétigny, cher Loïc, Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissements scolaires et culturels, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les partenaires publics et privés, chers jeunes élus du conseil municipal, chers Saint-Michellois. C'est le début. Au nom de toute l'équipe municipale, je vous adresse mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Surtout, je nous souhaite une année meilleure que la précédente. Vous allez me dire que ça ne va pas être très difficile et vous aurez sans doute raison. 2023 nous a offert son lot de crises, de drames et d'épreuves. Un récent sondage réalisé par l'IFOP demandait aux Français les 3 faits qui les ont marqués. Sans surprise, on retrouve sur le podium le coût de la vie, les conflits internationaux et la menace terroriste. Rien de très réjouissant, j'en conviens. L'inflation, nous le constatons chaque jour, pèse lourdement sur les budgets des familles. Que ce soit le prix moyen du caddie, les factures d'électricité ou les coûts des matières premières, tout coûte cher. Quant aux conflits internationaux, ils nous paraissent éloignés et pourtant, ce n'est pas le cas. Ce qu'il s'est passé le 7 octobre en Israël ne peut ni ne doit laisser personne indifférent. Des centaines de personnes, hommes, femmes, enfants, ont été massacrés, torturés, violés, enlevés parce qu'ils étaient juifs. Le nier ou le taire, c'est l'accepter, voire le cautionner. De la même manière, il est impossible de passer sous silence l'horreur que vivent les Gazaouis, notamment ces milliers d'enfants qui meurent sous les bombardements. Si les événements au Proche-Orient ont fait oublier ceux de l'Est, la guerre en Ukraine n'est pas finie, elle fait encore rage, le conflit s'enlise. Certes, la France livrera 40 missiles et plusieurs centaines de bombes, mais cela semble bien dérisoire face à la puissance russe. Un peu plus loin encore, les tensions entre Taïwan et la Chine sont fortes, et celles entre les 2 Corées plus encore, avec le soutien de leurs alliés respectifs et ennemis historiques que sont la Chine et les États-Unis. 2 pays qui jouent aussi une bataille d'influence auprès des monarchies pétrolières, ce qui relance la rivalité légendaire de ces 2 puissances mondiales. Car au fond, on voit bien se dessiner une logique de bloc. Bloc autoritaire versus bloc démocratique. Comment l'Europe réussira-t-elle à sauvegarder ses intérêts? Comment pourra-t-elle encore faire face aux grands défis qui s'imposeront à elle? Comment la France saura garder le cap, notre cap, et est-ce que nous saurons préserver l'unité nationale? Je ne serai pas plus longue sur ces sujets aussi nombreux que complexes, car contrairement aux réseaux sociaux, je ne suis pas une experte en géopolitique, je n'ai pas cette prétention et je constate simplement. Sur le dernier thème du sondage, qui concerne directement notre pays, je vais m'autoriser à vous livrer quelques réflexions. Car la menace terroriste, toujours présente, inquiète fortement les Français. Mais qu'est-ce qui n'a pas déjà été dit sur le sujet? Depuis 2015, j'ai la terrible impression qu'on ne cesse de répéter les mêmes choses. La République, les commentateurs n'ont que ce mot à la bouche et ils n'ont que de cesse de le répéter en boucle. Et pourtant, il ne suffit pas de le répéter pour pouvoir s'en prévaloir. Défendre la République, c'est d'abord mettre des mots sur les mots,
Un terroriste islamiste est sans doute un déséquilibré, car un esprit éclairé ne saurait souffrir de tant d'aveuglement, mais il n'en reste pas moins un terroriste. Et on peut se demander pourquoi la peur a-t-elle à ce point gagné du terrain que nous n'osons plus dire les choses. Pour moi, défendre la République, c'est soutenir de façon inconditionnelle ceux qui l'incarnent au quotidien. C'est notamment soutenir les enseignants qui signalent un incident et ce, dès la première alerte. C'est refuser de laisser entrer la religion dans les établissements scolaires ou les services publics, car c'est cela, la laïcité. C'est assurer à tous le droit d'avoir ou non une religion, d'en changer ou de ne plus en avoir. C'est la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. C'est empêcher l'emprise de toute religion sur la société. Cela signifie que l'État n'a pas de religion et que ses lois, nos lois, priment sur tout. La laïcité n'est pas une opinion parmi d'autres, mais une liberté d'en avoir une. Elle n'est pas une conviction, mais le principe qui les autorise toutes. Et pour paraphraser Alfred de Musset, je dirais qu'on ne badine pas avec la laïcité. On ne tergiverse pas non plus. Il n'y a pas plusieurs degrés de laïcité, ni de oui mais. Il faut sanctionner les actes et les discours dangereux des extrémistes religieux et politiques et de leurs enfants. Je veux ici dénoncer ceux qui, sans aucune gêne, contribuent à légitimer la sauvagerie pour de basses raisons électoralistes. Ils ont attisé le feu dans les banlieues et on l'a encore vu récemment, ils ont dessiné des cibles dans le dos de certains journalistes. Alors comment porter un discours crédible, audible et commun dans une société française de plus en plus fracturée? Nous sommes assaillis d'informations en continu, vraies ou fausses. Les réseaux sociaux ont pris la place des véritables relations humaines parce qu'il est plus facile d'y déverser son fiel bien caché derrière son écran et son pseudo. Chacun devient expert en tout. Je pense à Bogos36, qui n'est pas plus expert en infectiologie que Petit Coquelicot des champs ne l'est en géopolitique ou en stratégie militaire. La violence est devenue la norme. Dans les mots ou dans les gestes, elle fait partie de notre quotidien. On s'indigne tellement de tout qu'on ne s'indigne plus vraiment de rien. Le moindre mot est analysé, la moindre phrase décortiquée pour essayer d'en trouver le sens caché qui pourrait devenir alors une actualité croustillante. Qu'il est loin l'esprit de Charlie quand la France entière défilait un crayon à la main. Aujourd'hui, chacun s'arc-boute en permanence, chacun s'invective, ou pire, et on finit littéralement par se taper dessus. La liberté, le respect, ce sont les mots que nous entendons le plus dans ces revendications. Et pourtant, ils n'ont jamais été aussi galvaudés. Tout comme ceux, et ils sont nombreux, qui revendiquent des droits à, sans jamais considérer qu'il y a nécessairement une contrepartie avec les devoirs d'eux. Les spécialistes parlent de crise de l'autorité. Les professeurs, les parents, les employeurs, les policiers, les soignants ne sont plus respectés. Et plus globalement, les gens ne se respectent plus entre eux. Il y a quelques semaines, le commissaire Stéphane Lucas, que je remercie de sa présence, tout comme son adjoint, le commissaire Vaudine, me disait que ses équipes se sont fait insulter par un enfant de 12 ans. 12 ans. Je crois vraiment, et je n'ai pas honte de le dire, qu'il est grand temps de rétablir l'ordre. Et cela passe avant tout par l'éducation. L'éducation, vous le savez, c'est mon dada. Aujourd'hui, plus que jamais, je sais à quel point elle est importante, primordiale même. Pourquoi ? La réponse, elle se trouve dans la définition de l'éducation. Je cite. Un processus au cours duquel un individu acquiert ou transmet des connaissances à un autre individu qui, grâce à cela, acquiert des compétences essentielles à la vie quotidienne, apprend les normes sociales, développe des capacités de jugement et de raisonnement et apprend à distinguer le bien du mal, vaste programme.
Le but ultime de l'éducation est bien d'aider un individu à franchir les différentes étapes de sa vie et d'apporter sa contribution à la société lorsqu'il atteint l'âge adulte. On comprend donc aisément pourquoi, quand elle manque ou quand elle est défaillante, un individu ne peut pas s'accomplir ni s'intégrer correctement dans la société. C'est pour cela que dans d'autres pays moins privilégiés que le nôtre, certains, et notamment certaines, se battent pour avoir accès à l'école. En France, nous avons la chance de tous pouvoir y accéder, alors saisissons-la. Dans l'éducation, il y a la base, apprendre ce qui est bien, apprendre ce qui est mal. Il y a aussi les savoirs fondamentaux, lire, écrire et compter. Cela peut sembler un peu désuet, mais je crois fermement que c'est en sachant cela que l'on peut devenir un esprit libre et éclairé, un adulte responsable, bien dans ses baskets, voire même un citoyen engagé. Mais comment y arriver si l'école va mal? Parce que qui peut le nier aujourd'hui? Notre école ne fait plus rêver. Alors que l'enseignant était, il n'y a pas si longtemps, considéré comme l'un des piliers de la communauté, aujourd'hui, la crise des vocations est telle que des speed dating sont organisés pour recruter en 20 minutes. Ceci dit, comment blâmer ceux qui renoncent quand on sait ce qu'est une partie de leur quotidien? Avaler des couleuvres, faire le dos rond, passer son temps à rappeler les règles de vie en collectivité plutôt qu'enseigner, allant parfois jusqu'à risquer sa vie pour avoir osé prononcer un mot ou montrer une œuvre d'art. Bien sûr, l'éducation au sens large repose sur plusieurs acteurs, tous ceux qui gravitent autour de l'enfant. Les parents, les professionnels de la petite enfance, les enseignants, les animateurs des accueils de loisirs et plus largement les agents du service public, les associations, les éducateurs sportifs. Mais le socle de tout cela, c'est la famille. Et si la puissance publique peut pallier les carences de ceux qui sont en réelle difficulté, les valeurs, elles doivent être inculquées par les parents. Oui à la bienveillance et à l'éducation positive. Oui à la solidarité et à l'accompagnement, mais oui surtout aux règles élémentaires de la vie en société. Tout cela aurait permis aux émeutiers de l'été dernier de comprendre que ce n'est pas parce que nous étions tous sidérés par la mort du jeune Naël qu'il fallait saccager des villes, brûler des voitures et des bâtiments publics, piller des commerces et tenter de tuer des policiers. Cela ne changera pas ce qu'il s'est passé, rien ne l'excuse et rien ne le justifie. Car sinon, où est la limite? Où est-ce qu'on place le curseur? Ce genre de comportement conduit sans aucun doute à une escalade dangereuse. Et je persiste à croire que l'éducation peut empêcher tout cela. On a aussi beaucoup parlé de la responsabilité des parents. Certains s'en sont offusqués, pas moi. Car c'est ainsi, devant la loi, les parents sont responsables de leurs enfants mineurs, et c'est le cas depuis plus de 2 siècles. Et autant, certains l'appliquent au pied de la lettre, comme cette maman qui avait dormi devant sa porte d'entrée pour être sûre que son fils ne sorte pas en douce, autant d'autres font, et c'est vrai, et d'autres font semblant de ne pas voir ou soutiennent aveuglément leurs enfants. Je glisse ici que nous déployons moult actions de parentalité pour accompagner les familles, et nous ne le faisons pas seuls, bien évidemment, accompagnés du tissu associatif. Et je salue notamment le collectif des parents Cœur d'Essonne pour leur investissement. Et puisque je viens de parler des violences urbaines de juin dernier, je veux profiter de ce moment pour féliciter publiquement les agents de la police municipale de Saint-Michel pour le discernement et le courage dont ils ont fait preuve pendant cette période. Car souvenez-vous, pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, notre pays était littéralement en feu et notre ville n'a pas été épargnée. Chers agents, je vous le dis ici à nouveau, soyez-en sincèrement remerciés. Et je ne suis pas du genre à dissimuler la vérité sous le tapis pour faire croire que tout va bien.
J'ai parlé tout à l'heure de ceux qui ont tenté de tuer des policiers. Et je dis bien tenté puisqu'il s'agit exactement de cela. Le 30 juin, un peu après minuit, alors que les agents finissaient leur service après une soirée particulièrement agitée, les caméras que nous avons à Saint-Michel ont permis de voir qu'un groupe au comportement visiblement agressif se dirigeait vers le poste de police municipale. Il ne restait alors que 2 agents de la police et notre vidéo-opérateur dans les locaux. Le bâtiment a été attaqué à coups de mortier, dans le but affiché de l'incendier, puisqu'ils ont entendu très clairement hurler, j'ouvre les guillemets, « on va vous cramer ». Nos 2 policiers, encore sur place, ont réussi à repousser les émeutiers sans faire de blessés. Sans la dextérité de notre opérateur vidéo, le professionnalisme des 2 policiers et l'arrivée rapide de la police nationale et des pompiers, un drame serait sans doute arrivé. Par ailleurs, je tiens également à remercier l'équipe qui a évité le lendemain que le pôle des Marivons parte en fumée, puisqu'un feu a été allumé à l'intérieur à côté d'une bouteille de gaz qui aurait pu faire exploser le bâtiment. Parce que leur courage est exemplaire, je vous propose à nouveau de les applaudir. Je n'évoquerai pas en revanche l'absence de réponse pénale parce que sinon j'en ai pour très longtemps. Mesdames et messieurs, non, l'actualité n'est pas rose ni joyeuse. Mais avec mes collègues du conseil municipal, contre vents et marées, nous avons poursuivi et nous poursuivrons encore notre action. Car s'il y a bien une chose à laquelle nous croyons tous, c'est l'action publique locale, celle des maires et des conseillers municipaux, et plus largement de tous les élus, épaulés et accompagnés par les agents territoriaux. Ce n'est plus une nouveauté, la confiance des Français envers les élus et envers les politiques en général est ébranlée. Les affaires, les coups de théâtre, les prises de position et les paroles outrancières de certains ont eu raison de la confiance des Français, non seulement envers ceux qui font la politique, mais aussi, et c'est beaucoup plus inquiétant, envers leurs institutions. Ce n'est pas un hasard si 1500 maires ont démissionné depuis 2020. C'est dire si la crise démocratique est profonde. C'est difficile d'être élu. Alors certains nous diront que vous avez signé pour en baver. C'est pas faux. Mais prenons juste quelques instants pour regarder ensemble l'évolution de cette fonction. Faire du collectif dans une société de plus en plus individualiste. Gratter et guetter le moindre appel à projet pour avoir un peu de budget de fonctionnement. Se justifier, montrer patte blanche constamment. Sans compter les oppositions revanchardes qui surfent sur la vague de la suspicion chronique. La présomption de bonne foi n'existe plus pour nous. Et c'est dans ce contexte de pression permanente que je comprends que certains puissent jeter l'éponge. Ce n'est pas mon cas, ce n'est pas celui de notre équipe municipale. Nous entretenons la flamme, olympique et paralympique, mais aussi parce que, et surtout, les Saint-Michellois nous le rendent bien. Dérouler notre programme est la meilleure manière de vous prouver que l'action publique peut encore faire rêver parce qu'on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Nous sommes le dernier maillon de la chaîne, le rempart ultime contre la chienlit, comme dirait le général. Bien ancrés dans nos territoires, nous tentons de faire face, au mieux, en marchant sur la ligne de crête. Les décisions prises par le gouvernement impactent lourdement les collectivités qui n'ont pas d'autre choix que de les appliquer. Je ne conteste pas le bien fondé de certaines de ces décisions, notamment lorsqu'elles concernent le pouvoir d'achat des agents de la ville. Je dis juste qu'avant d'imposer quoi que ce soit, il conviendrait de nous demander notre avis, de vérifier notre capacité de financement, voire même de proposer une compensation. De tout cela, il n'a jamais été question. Pour autant, je refuse de renoncer aux engagements que nous avons pris devant vous et qui ont conduit les Saint-Michellois à élire Saint-Michel Ensemble dès le premier tour en mars 2020. D'abord, parce qu'avec mes colistiers, j'ai de l'ambition pour notre ville. C'est cette ambition qui nous a permis d'avancer sur de nombreux projets en 2023. Avec l'agglomération, nous avons finalisé les travaux du Bois des Roches,
On peut désormais circuler beaucoup plus facilement, à pied ou à vélo, sous les arbres, dans le calme de la forêt urbaine, sur un sentier éclairé et sécurisé, respectueux de la faune et de la flore. Et là, normalement, vous entendez les petits oiseaux en même temps. Les dizaines de retours que nous avons eus nous ont fait chaud au cœur. Avec la communauté des professionnels de santé du territoire et le réseau Environnement et Santé, nous avons signé la charte des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens. Déjà engagée sur ces sujets depuis plusieurs années, la ville a entrepris de nombreuses actions en faveur de la santé de sa population et de l'environnement. Réduction du plastique dans les marchés publics de restauration scolaire, remplacement de la vaisselle dans les cantines par de l'acier inoxydable, arrêt de l'utilisation des pesticides dans l'entretien des espaces publics depuis déjà plus de 10 ans, réduction de l'exposition aux perturbateurs endocriniens dans l'alimentation en évitant au maximum les produits transformés et bien d'autres encore. Par cette signature, la ville de Saint-Michel-sur-Orge poursuit son engagement. Si j'ajoute les cours oasis dans les écoles, la rénovation thermique des bâtiments communaux, le remplacement des ampoules par des LED dans la quasi-totalité d'entre eux, la mise en place de cuves de récupération d'eau, la gestion différenciée des espaces verts, et j'en oublie clairement, nous pouvons raisonnablement dire que la ville a pris à bras-le-corps les questions de transition écologique, pas seulement pour des raisons économiques de sobriété énergétique, mais pour des raisons écologiques, pour la sauvegarde de notre belle planète. Atténuation et adaptation seront les maîtres mots. Le premier consiste à limiter le réchauffement et le second à vivre avec. Dans les deux cas, il y a urgence. C'est pourquoi à Saint-Michel, il n'est pas un seul projet dans lequel la dimension développement durable n'est pas prise en compte. Et cette année, 66% de nos dépenses d'équipement sont consacrées au développement durable. C'est notre ambition encore qui va nous conduire en 2024 à lancer de nombreux projets et à concrétiser certains dont on parle depuis 20 ans. Dans la famille des projets qui nous tiennent en haleine, je demande le pôle gare. Eh oui. Les travaux préparatoires sur les réseaux ont eu lieu en 2023 et ceux du parking et de la gare routière commenceront en 2024 avec le déplacement et la reconfiguration d'une véritable gare routière et la construction d'un parking semi-enterré de 432 places qui permettra de désengorger le stationnement dans ce secteur. Nous avons organisé une réunion au mois de novembre pour présenter le projet global et dès que les différentes phases de travaux seront calées, nous reviendrons vers vous. Sur le sujet transport d'ailleurs, parce que je ne pouvais pas ne pas en parler, je sais la galère des usagers, ici dans les bus, là dans les RER, et dès la semaine prochaine, nous rencontrerons les principaux acteurs pour leur rappeler leurs obligations. Les travaux de rénovation de l'école élémentaire Jules Verne ont, eux, nécessité de longues négociations avec les services de la Direction régionale de l'action culturelle, de son petit nom DRAC, qui voyait un intérêt patrimonial dans l'architecture de l'école conçue par Jean Prouvé, qui est vrai, là où nous, de façon très terre-à-terre, ne voyons plutôt que l'absence de confort des enfants et des professionnels qui les entourent. Un consensus a été trouvé à la fois respectueux de l'architecture du XXe siècle et de la rénovation thermique nécessaire qui va permettre aux élèves d'effectuer leur entrée 2025 dans une école totalement rénovée. Et je tiens à remercier très sincèrement, même s'ils sont absents, Monsieur le Préfet Bertrand Gaume et le sous-préfet Alexander Grimaud qui nous ont permis de sortir de l'impasse en nous écoutant et en s'engageant à nos côtés, notamment financièrement. Toujours dans la famille projet, je demande Action Cœur de Ville, encore et toujours. Le dossier était déjà complexe à cause de la multiplicité des acteurs et des difficultés domaniales et juridiques. Vous imaginez bien que la situation du groupe Casino n'a pas vraiment arrangé les choses. C'est désormais officiel, notre hypermarché va être repris. Par Auchan ou par Intermarché, cela reste encore à confirmer, nous n'en savons pas plus, mais c'est indéniablement une bonne nouvelle, tant ce commerce est important pour les habitants et notamment ceux qui n'ont pas de voiture. C'est aussi une bonne nouvelle pour les salariés qui étaient légitimement inquiets de leur avenir.
Malgré ces changements et pour ne pas perdre davantage de temps, nous avons décidé avec l'aval de l'État de commencer les travaux dès 2024 sur la place Marcel Carné. Et là encore, je remercie l'État pour le soutien sans faille sur ce dossier ô combien difficile. Avec la réhabilitation des logements appartenant au bailleur Plurial Novilia et la liaison entre la place Marcel Carné et la dalle haute du parking de l'hypermarché, nous ouvrirons l'espace. La circulation sera fluidifiée et sécurisée, la place extrêmement végétalisée et désimperméabilisée. Nous allons multiplier par 10 les espaces verts. Et la réhabilitation de l'ancien hôtel social rue Berlioz par le bailleur 1001 Vie Habitat en bâtiment d'habitation classique social viendra compléter ce coup de jeune donné au quartier. De l'autre côté de la voie ferrée, l'EHPAD connaîtra aussi quelques changements. En effet, nous avons décidé d'en transférer la gestion au SEGA, le service du grand âge et du handicap. Cet organe départemental est un EHPAD multisite qui s'occupe de différents établissements en Essonne. Le grand âge et la dépendance sont des sujets tellement sensibles que nous devons nous orienter vers les meilleurs et reconnaître que malgré tout notre investissement, malgré le dévouement de nos agents, nous sommes moins experts que d'autres. Nous avons donc privilégié la reprise par un établissement public, toujours éligible à l'aide sociale. Nous avons fait ce choix en conscience pour le bien des résidents et ce transfert devrait être effectif au printemps. Un peu plus loin, au cœur du quartier ancien, la maison Bachet, rachetée l'année dernière. Notre objectif est d'en faire un lieu culturel dans lequel l'association éponyme pourra continuer à faire vivre l'œuvre, mais plus largement, un lieu d'exposition, d'accueil d'artistes en résidence ou peut-être un petit musée dédié aux frères Bachet. Par ailleurs, dans le cadre de la révision en cours du plan local d'urbanisme, nous réfléchissons à l'avenir des espaces verts situés tout autour. L'ancien garage de Nise devra être démoli, il sert encore pendant quelques mois de lieu de stockage pour les services de la ville, mais bientôt, nous pourrons redonner du souffle à ce secteur. Nous avons commencé à y réfléchir avec le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de l'Essonne, le CAUE, et évidemment, ici, pas de logement. C'est important de saisir les opportunités quand elles se présentent et il est parfois nécessaire, et je l'assume, de prendre du temps pour faire les bons choix. Faire des choix, c'est ce pourquoi nous avons été élus. Les choix sont parfois, et même de plus en plus souvent, difficiles. L'inflation, j'en parlais au début de ce discours, est une des préoccupations majeures en France et pèse aussi sur les budgets des collectivités. Pour en limiter l'impact, nous avons dû rechercher des postes d'économie qui nous ont permis de passer l'année sans renoncer à nos projets. Pour autant, l'inflation a des conséquences. Nous le constatons chaque jour au CCS, au centre social ou dans les permanences. Les familles qui étaient déjà en difficulté le sont encore malheureusement plus, et celles qui étaient fragiles sur le fil n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Nos travailleurs sociaux constatent un nombre de demandes relativement stable, mais des situations de plus en plus dégradées. Restent ceux qu'on appelle la classe moyenne, la France de l'angle mort, comme l'a dit le président de la République. Ceux qui sont coincés entre les plus aisés et les plus défavorisés, ceux qui n'ont pas assez pour bien vivre, mais trop pour être aidés, eux qui travaillent, qui payent des impôts, qui ne demandent jamais rien parce qu'ils estiment qu'il y a plus nécessiteux, c'est vrai, mais ils participent aussi à la solidarité nationale et ont donc aussi le droit d'en bénéficier. En 2024, avec mon équipe, c'est pour eux que nous avons décidé d'accentuer nos efforts. Car sans plonger dans un cours magistral d'économie sociétale, l'inflation croissante du marché du travail, l'explosion des prix du logement qui ont augmenté 3 fois plus vite que les revenus, l'augmentation des dépenses majeures pour les ménages ont conduit 20% d'entre eux à dépenser plus qu'ils ne gagnent. Ils sont donc tout naturellement plus exposés au surendettement. Alors cette année, nous orienterons davantage nos politiques publiques vers eux. Nous ferons mieux connaître les missions des services sociaux, car les habitants sont encore trop nombreux à ne pas oser en pousser la porte. Pourtant, au CCAS, nous accueillons tous ceux qui en ont besoin, même ponctuellement, car personne n'est à l'abri d'un accident de la vie. Et je me souviens avec émotion de cette dame, lors d'une permanence,
venue parce que veuve, retraitée, propriétaire de son logement, donc sur le papier, certains diront qu'elle n'était pas vraiment à plaindre, mais voilà, sa copropriété avait voté de lourds travaux de rénovation qu'elle avait dû payer avec le reste de ses économies et elle n'avait plus rien pour payer sa taxe foncière parce que sa petite retraite ne le lui permettait pas. Et je revois la gêne, presque la honte, de cette dame qui avait travaillé, participé à notre société toute sa vie. Elle était presque étonnée que nous puissions lui donner le coup de pouce dont elle avait besoin. Et je salue les associations et les bénévoles que nous accompagnons au quotidien, au gré de leurs projets, avec un clin d'œil particulier pour l'épicerie sociale. La question de l'accès au logement et à la prévention des impayés locatifs sera au cœur de nos préoccupations. Une proportion significative de la population se trouve aujourd'hui coincée dans des logements qui ne répondent pas toujours à leurs besoins. Là encore, les classes moyennes sont lésées, elles ont du mal à trouver une place dans un parc social restreint et ne peuvent pas toujours se permettre d'acheter, a fortiori avec l'augmentation des taux d'emprunt ces dernières années. Par ailleurs, notre système de santé va mal et l'accès aux soins est une question majeure dont il faut se préoccuper. Les médecins ne prennent plus de nouveaux patients et ceux qui partent à la retraite ne sont pas remplacés. Pire encore du côté des spécialistes, et nous sommes actuellement sur une piste pour faciliter l'accès aux soins des Saint-Michélois. Ces mesures envisagées doivent contribuer à atténuer les pressions économiques et sociales auxquelles sont confrontées les classes moyennes en visant à renforcer la stabilité économique, l'accès à l'emploi et le bien-être familial. Faire des choix, c'est aussi arbitrer, mais cela n'empêche pas de concerter. 2024 sera donc l'année de la démocratie locale. Certains outils qui fonctionnent bien, à l'image des permanences qui ont lieu une fois par mois, seront reconduits et d'autres seront mis en place. Ainsi, nous relancerons le budget participatif. La dernière édition avait permis notamment la mise en place des toutounettes ou des bacs de compost dans les écoles. Dès lundi et jusqu'au 31 mars, vous pourrez déposer vos nouveaux projets. Ceux-ci devront répondre à quelques critères, être réalisables dans l'année, ne pas excéder 30 000 €, être compatibles avec le développement durable et bien évidemment servir l'intérêt général. Pour vous aider à monter les dossiers, des permanences seront mises en place avec les élus et avec les services. Une réunion de présentation des projets aura lieu au printemps. Une commission de sélection vérifiera la conformité de ceux qui seront ensuite soumis au vote des habitants jusqu'à fin juin. Et l'annonce des projets retenus sera faite à l'occasion de la fête de la ville à la rentrée. Dans la même veine, j'organiserai une fois par trimestre un petit déjeuner thématique avec des personnes en lien avec le sujet et des habitants tirés au sort sur la liste électorale. L'idée est vraiment d'avoir un échange libre, de faire le bilan de ce qui existe déjà et comment nous pouvons l'améliorer. Parallèlement, la question du mois, nouvelle rubrique de notre magnifique magazine municipal, permettra de répondre chaque mois à la question d'habitants tirés au sort. Nous rencontrerons aussi plus régulièrement les entreprises et les artisans de la commune sous forme d'afterwork pour leur présenter les différents dispositifs à leur service au niveau de l'agglomération ou de la CCI, ainsi que les associations sportives pour lesquelles nous organiserons des permanences afin de répondre à leurs questions. Tout ceci est nouveau et nous ne pouvons pas préjuger du succès de chacun de ces dispositifs. Nous évaluerons donc leur efficacité au fur et à mesure et nous pourrons être amenés à les modifier si besoin. On ne peut pas le faire sur tout le temps, mais la volonté d'associer plus largement les habitants aux décisions prises pour la ville est bien réelle et j'espère qu'ils s'en saisiront. Parce que l'engagement est une valeur qui se perd. On le constate aujourd'hui, les associations peinent à recruter des bénévoles, les listes des représentants de parents d'élèves sont moins faciles à constituer qu'avant, les bureaux de vote attirent difficilement des assesseurs. Et j'aurai d'ailleurs l'occasion dans quelques minutes de remercier quelques-uns d'entre vous qui vous êtes tout particulièrement engagés pour notre ville et comme eux, retrouvons le goût de faire ensemble. Vous l'aurez compris à quelques paragraphes de la fin de mon discours, ceci est une information capitale, c'est donc ce message empreint d'espoir, de solidarité et d'optimisme que je souhaite vous délivrer aujourd'hui.
Ces dernières années, nous avons traversé des crises qui ont mis à l'épreuve notre résilience, mais chaque fois, nous avons su faire preuve de détermination pour nous relever et nous réinventer. Pour cette nouvelle année qui se profile, je souhaite que nous puissions continuer sur cette lancée positive, en œuvrant pour dessiner un avenir meilleur pour tous. Engageons-nous à faire de notre ville un endroit où chacun se sente chez lui et où trouve l'opportunité de développer son plein potentiel. Car ce qui est bon pour les Saint-Michellois est bon pour Saint-Michel. Vos succès font rayonner la ville. Chers amis, je ne serai pas plus longue, mais je ne pourrais terminer sans remercier tous nos partenaires institutionnels, notre agglomération, notre département, notre région, l'État, la plus belle équipe municipale du monde, la mienne, les agents municipaux, nos partenaires privés, tous ceux qui m'accompagnent et me supportent au quotidien, tous mes collaborateurs, mais aussi mon compagnon, mes proches, parmi lesquels, vous le savez, un nouveau petit membre. Je souhaite à chacun d'entre vous une année riche en bonheur, en réussite personnelle et professionnelle, ainsi qu'un moment partagé avec vos proches. Vive la République, vive Saint-Michel et vive la France!